Il est 9h21, merci d'être avec nous ce matin avec François Taquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, membre du cercle l'AFEC, qui est un think tank qui œuvre pour améliorer les relations entre l'URSSAF et les entreprises. Et ce livre qui en dit long, l'URSSAF, un cancer français aux éditions du Rocher. Oui, 500 milliards d'euros sont prélevés par l'URSSAF par an. C'est le double du budget de l'État, ce sont des chiffres que vous donnez. On apprend énormément de choses en dehors aussi des histoires et des anecdotes, on va y revenir en fait dans un instant, mais François Taquet, par exemple, l'URSSAF, on a l'impression que c'est c'est tentaculaire et c'est l'État, alors que c'est pas forcément l'État, quoi. Redites-nous ce que c'est. Non, alors c'est une gouvernance qui est un peu spécifique, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des organismes privés qui gèrent un service public, c'est-à-dire que sont administrateurs de ces caisses, comme d'ailleurs tous les organismes de sécurité sociale, les organismes syndicaux, les syndicats professionnels, c'est-à-dire les représentants des salariés et des employeurs. Alors dans les URSSAF, c'est beaucoup plus les employeurs, c'est-à-dire le MEDEF et la CPME, et si vous voulez, on en reparlera après, ils sont présents et ils sont absents en même temps, si vous voulez. On va être direct. Oui, c'est ça. Et ça fonctionne par région, bien sûr. Oui, alors il y a 22 URSSAF. Moi, j'ai connu l'époque où il y en avait 105. Maintenant, le but, c'est de rationaliser, c'est de regrouper. Donc, vous avez aujourd'hui 105 URSSAF. Vous avez 22 URSSAF. 22. Et qui était à l'époque, pour donner une image, enfin, en tout cas, pour venir en soutien de l'économie, sauf que ça a vite vrillé, en fait. Oui, alors le rôle des URSSAF, si vous voulez, c'est trois choses. D'abord, c'est de collecter les cotisations de sécurité sociale. Alors, vous savez qu'en France, on est quand même formidable, parce qu'on a des cotisations, des contributions, du forfait social, on ne sait plus quoi inventer dans ce pays pour récolter de l'argent. Donc, dans un premier temps, ils collectent les cotisations, dans un deuxième temps, ils recouvrent, et dans un troisième temps, ils contrôlent. Donc, ce sont les trois choses. Ce qui est normal. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas les URSSAF que nous remettons en cause, c'est la manière de procéder que nous mettons en cause. Mais les URSSAF en elles-mêmes, non, il faut bien un organisme pour collecter. Parce que cet argent-là sert à quoi? Mais cet argent-là sert à financer la protection sociale, c'est-à-dire la maladie, la vieillesse, la maternité, la dépendance, etc., etc. Donc tout cela est bien, tout cela c'est la solidarité, donc il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Le problème, c'est la condition de redressement. Et là, on change déjà de fonctionnement. Le fonctionnement. Voilà, c'est ça. C'est le fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. D'abord, des chiffres, si vous voulez, des chiffres en vrac. Vous savez, le général de Gaulle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent gaullistes en la matière, le général de Gaulle avait une très belle formule, il disait les statistiques, c'est comme la mini-jupe, ça cache l'essentiel et ça donne des idées. Donc on va se donner quelques idées. Il y a quand même énormément de redressement, il y en a de contrôle, il y a 3 fois plus de contrôle que le fisc, ce qui est quand même énorme. Et puis également, il y a en gros, si vous voulez, 9/10 des redressements, des contrôles, qui se terminent par un redressement. Ce qui est absolument énorme. Mais ce qui est absolument énorme. Ça veut dire qu'il y a de la fraude. Alors, non, si vous voulez, la plupart... Non, attendez, il ne faut pas prendre le jargon sur ça, parce que là, on n'en finit plus. Mais non, il n'y a pas de fraude. Il y a beaucoup d'employeurs, heureusement, qui sont de bonne foi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que d'abord, nous avons une foultitude de textes. On ne s'imagine pas en France le nombre de tests que l'on a appliqués. L'employeur d'une toute petite entreprise qui fait 3 ou 4 salariés, il scoltine tout le code du travail, il scoltine le code de la sécurité sociale, il se coltine les 12 000 articles du code du travail, c'est absolument invraisemblable. On ne cite pas de chiffres, on va quand même en citer quelques-uns pour montrer à quel point on pète les plombs dans ce pays. Le journal officiel du 31 décembre 2020, personne n'en a parlé, faisait 1366 pages. Le journal officiel paraît tous les jours. Le journal officiel du 31 décembre faisait 1366 pages. Donc comment un chef d'entreprise pourrait tout intégrer? C'est strictement impossible. Mais vous dites aussi qu'à l'aide du législateur, il crée des textes sur mesure devenus quasi, et vous venez de le dire, 99,9% des entreprises, incompréhensibles. Absolument. C'est-à-dire que forcément, on est dans l'illégalité sans le savoir. Bien sûr. Regardez par exemple, alors les personnes qui pratiquent la paye
de manière habituelle sauront de quoi je parle. Tout ce qui concerne les lois Fillon, entre guillemets, les exonérations Fillon, les textes changent quasiment tous les ans. Et c'est très compliqué pour un chef d'entreprise d'intégrer. Vous allez dire, le chef d'une toute petite entreprise, il a un expert comptable, mais c'est très compliqué pour l'expert comptable d'intégrer également. Bien sûr. Les contrôles, ils ont pour but, normalement, d'aider plutôt les entreprises. Puis c'est un peu ça, il devrait avoir un but pédagogique et non un but de sanction. Le problème, c'est qu'en France, nous avons des administrations qui sont beaucoup plus punissantes ou punitives que aidantes. Et c'est ça le problème. Alors que ça devrait avoir un rôle beaucoup plus pédagogique. Je crois qu'il faut renverser la vapeur. Il faudrait renverser la vapeur dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de dialogue. Et dans le cadre d'un contrôle URSSAF, il n'y a pas assez de dialogue. C'est tout le problème. Est-ce que toutes les entreprises sont contrôlées à un moment ou à un autre? Oui. Alors, j'ai pas les chiffres et j'ai pas les statistiques en la matière, mais il faut savoir que le but des URSSAF, c'est de revenir dans les entreprises dans le cadre de la prescription, tout simplement. C'est-à-dire que la prescription est de 3 ans plus l'année en cours, donc régulièrement. Alors, sauf peut-être dans les grosses URSSAF comme celle de la région parisienne, mais autrement en province, ils reviennent quasiment tous les 4 ans. Et donc ça veut dire qu'il y a des bataillons de contrôleurs de l'URSSAF, il y en a énormément. Bien sûr. Alors non seulement il y en a quand même pas mal, et en plus il y a des facilités qui sont données parce que maintenant vous avez la possibilité, les URSSAF ont la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle des contrôles sur pièces. Donc dans les petites entreprises, on demande aux chefs d'entreprise d'envoyer les documents et c'est contrôlé sur la base de documents et les contrôleurs ne sont plus obligés de venir systématiquement dans les entreprises. Fouiller dans les comptes, comme s'il se faisait auparavant. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent travailler au rendement, c'est-à-dire qu'on leur impose justement un rendement? Alors, c'est toute la question, et merci de me poser la question parce qu'elle est quand même importante. Il y a effectivement des rendements qui sont plus ou moins exigés. Vous avez des conventions qui sont signées entre l'ACOS, vous savez que l'ACOS c'est l'organisme qui chapeaute les URSSAF, qui s'appelle l'Agence nationale, l'Agence des cotisations des organismes de sécurité sociale, entre l'ACOS et l'État, tout simplement. Donc la dernière convention date de 2018-2022, et là il y a des chiffres qui sont rendus publics où on demande aux URSSAF de s'engager sur un certain nombre de rendements, par exemple en matière de travail dissimulé. Je ne sais pas si on y reviendra au cours de la discussion. Vous savez que la moitié des redressements concernent le travail dissimulé. Et donc l'État exige de la part des URSSAF du rendement en matière de travail dissimulé. Et qui est un véritable tir au pigeon. Mais c'est vrai. Et puis quand on voit toutes les histoires ensuite que vous décrivez, à chaque fois qu'il y a un contrôle, ça se termine par 20 000, 30 000, 100 000, 150 000, 200 000 de redressement. C'est ça. Y compris pour des petites histoires. Il y a le défilé, par exemple, des robes de mariée avec des mannequins amateurs. C'était dans la région du Nord. Boum, redressement. On va en parler dans un instant. Et puis de cette dissimulation, comme vous l'avez, et du travail dissimulé dans un instant avec vous. Et oui, François Taquet est avec nous. URSSAF, un concert français aux éditions du Rocher. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est la suite du Grand Matin Sud Radio avec notre invité ce matin, François Taquet et Nicolas Delecourt qui ont écrit ce livre URSSAF, un concert français aux éditions du Rocher. Oui, l'URSSAF qui prélève des milliards d'euros pour financer différentes aides, allocations, etc. Et bien sûr, il y a toujours en fait des contrôles, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors beaucoup des contrôles interviennent pour qui, pourquoi? Est-ce que c'est sur dénonciation? Est-ce que c'est parce qu'il y a du travail dissimulé? Vous allez d'ailleurs nous définir ce que c'est, travail illégal, travail dissimulé. Alors, ça peut être... d'abord, vous avez les contrôles qui sont les contrôles systématiques. C'est-à-dire les entreprises sont systématiquement contrôlées, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la prescription. Maintenant, ça peut être également dans le cadre de dénonciation, bien évidemment. Et là, on est dans le cadre du travail dissimulé. Alors, les URSSAF sont très impliqués dans le cadre du travail dissimulé parce que les pouvoirs publics leur demandent. Encore une fois, si vous voulez, c'est la feuille de route des pouvoirs publics. Alors encore une fois, personne ne peut être contre la lutte contre le travail dissimulé. C'est vrai qu'il faut lutter contre le travail dissimulé. C'est quoi le travail dissimulé d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien. Égalité. Alors c'est énormément de choses, le travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est bien évidemment le fait de payer les personnes au noir ou de ne pas les payer du tout. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et je cite un certain nombre d'exemples dans mon bouquin. Par exemple, des bénévoles qui sont taxés de travail dissimulé. Le coup de main entre voisins. Ça peut
peut être également le cas de Mamie Bistrot. Alors Mamie Bistrot, on l'a appelée. On l'appelait. C'est une brave dame, tout simplement à la retraite, qui aidait son mari dans le cadre de son petit café, tout simplement. Ils étaient tous les deux à la retraite. Donc l'URSSAF a piqué tout simplement la dame en disant qu'elle effectuait un travail, tout simplement, donc travail dissimulé par le simple fait qu'elle aidait son conjoint dans le cadre, tout simplement, dans le cadre du café. Ouais. Et alors, là, elle a été condamnée. Enfin, alors, ils ont été condamnés. L'affaire est passée devant le tribunal et je crois au final, effectivement, que ça s'est terminé, tout simplement, que il y a eu relax au niveau du pénal et qu'au niveau du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'affaire a été gagnée. Mais le problème, si vous voulez, votre question est intéressante parce que le problème va beaucoup plus loin que ça, qui est de dire mais pourquoi on n'arrête pas ce type de litige avant? Et c'est tout le problème. C'est que dans les URSSAF, vous avez ce qu'on appelait des commissions de recours amiable. C'est quoi les commissions de recours amiable? Ce sont des commissions qui sont internes aux organismes de sécurité sociale, qui sont composées d'administrateurs des caisses de sécurité sociale, donc qui pourraient arrêter le carnage avant, et qui ne font pas, justement. Hein. Ça coûte une fortune. Exemple. Oui, allez-y. Non, mais ça coûte une fortune en frais juridiques. Alors, ça coûte une fortune, ça donne une mauvaise image à l'URSSAF, donc c'est complètement inutile. Je cite un autre exemple, nous citons un autre exemple dans le bouquin, qui est l'exemple d'Emmaüs, tout simplement. Emmaüs, dans le cadre de la solidarité. Bon, eh ben, il a suffi que la presse en parle pour que l'affaire s'arrête. Mais pourquoi, justement, ça ne s'est pas arrêté avant? Pourquoi les administrateurs n'ont pas mis un coup de frein, tout simplement, avant que ça dégénère complètement? Oui, c'est ça. Bon, il y a énormément d'histoires que vous racontez, comme cette histoire, par exemple, au salon du mariage à Maubeuge, hein, bien sûr, où il y avait une petite société qui avait demandé à des mannequins amateurs de venir défiler pour montrer les robes de mariée. Il y a eu derrière un contrôle d'URSSAF. Pourtant, les étudiantes avaient dit non, elles n'étaient pas rémunérées, mais il y a quand même eu un bon redressement de 103 000 €. C'est pas une petite somme, quand même. Au 0826 300 300, pour vous, donc, François Taquet, il y a Philippe qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, Philippe Pascal. Là, je vous appelle, je suis un ancien inspecteur de l'URSSAF. Oh là, attention. Voilà, oui. Donc, mais bon, disons que c'est un peu particulier. Je suis parti en 2016 après de nombreux problèmes avec un employeur qui était aussi président de la Chambre de commerce. Et suite à ça, donc j'ai été mis en cause. Bon, après, je vous raconte vite fait, mais bon, je suis devenu lanceur d'alerte. Après 3 procès contre ce monsieur Mariani à Avignon. Mais normalement, on ne cite pas trop les gens parce qu'après, il faut leur donner la parole. Parce qu'il est connu, mais bon, c'est pas un problème. En fait, ce que j'écoute depuis tout à l'heure votre émission, mais en fait, le titre, ça doit être plutôt le contrôle URSSAF, un cancer français, apparemment, d'après ce que j'entends. Mais moi, qui ai été inspecteur, je peux vous dire que c'est pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, n'est pas vraiment ce qui est dit depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je continue, si vous voulez. La fraude au travail illégal, au travail dissimulé, c'est à peu près 25 milliards d'après la Cour des comptes. Et l'URSSAF, en matière de travail dissimulé, recouvre moins d'1 milliard. Donc la lutte est vraiment loin d'être satisfaisante. Et le problème, c'est que tous les gouvernements, depuis 30 ans au moins, disent qu'ils luttent contre la fraude. Mais en fait, dans un URSSAF, moi par exemple à Avignon, nous étions 12 et j'étais seul à faire la lutte contre la fraude. Le reste, c'était des contrôles sur rendez-vous un mois avant, etc. On analysait la comptabilité, tout ça. Et bien sûr, là, dans ce cas-là, le travail illégal, c'est difficile à voir parce que si on ne fait pas un flagrant délit, c'est quasiment impossible à voir. D'autre part, ce que l'auteur du livre François Taquet, oui. Voilà, François Taquet dit, il parle de contrôles à la marge qui sont ridicules et grotesques, mais ça c'est 1 sur 10 000, quoi. Ce qui est important, c'est les contrôles pour les délocalisations fictives, pour la fausse sous-traitance, pour cette grosse fraude sur les faux détachements. Et ça c'est de la fraude qui est en partie couverte par certains syndicats. Ça passe sous les radars, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Ça passe sous les radars.
Et moi, si j'étais mise en cause, c'est justement parce que j'ai voulu lutter contre ça plutôt que la petite femme de ménage ou le serveur, qui est le les fils petits du commerces, patron, quoi. etc. Ouais. Voilà, ça, je ne voulais même pas l'entendre parler. Donc, le problème, c'est que les conseils d'administration dans les URSSAF, et notamment en PACA, sont MEDEF. Et que tous les notables qui ont des grosses entreprises sont MEDEF aussi. Et donc, je vous mets au défi de trouver des notables, notamment politiques, en PACA, qui ont été contrôlés. Malheureusement, c'est ça le gros problème. C'est qu'il n'y a pas d'égalité face au contrôle. Et pour moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'accuse l'URSSAF, non pas parce que je suis contre l'URSSAF, mais parce que j'accuse la gouvernance de l'URSSAF de PACA, qui agit avec favoritisme. C'est ça que j'accuse. Ça, c'était votre histoire, hein, Philippe. Voilà, bien sûr. Ça recouvre toute la sécurité sociale, c'est-à-dire la maternité, la maladie, les soins, l'hospitalisation. Il y a 65 millions de Français qui en bénéficient. Donc c'est un organisme très important pour tout le monde. Si vous avez un accident ou si vous avez un cancer, en France, vous ne payerez quasiment rien. Si vous allez aux États-Unis, ça va être difficile pour vous. Donc il faut aussi arrêter de noircir le tableau. Pour moi, il faut quand même rétablir les choses et dire que l'URSSAF a un rôle déterminant et important pour l'ensemble des Français. Oui, Philippe, c'est ce que disait François Taquet. À la base, à l'origine, et sur le papier, c'est assez indispensable. Et après, c'est la manière dont les choses sont faites, sont réalisées. Dans des détails. Moi, ça m'est jamais arrivé de contrôler une femme de ménage chez un docteur ou un serveur qui est le fils ou le petit-fils voilà, ça c'est vraiment à la marge, quoi. François Taquet va dialoguer avec vous. Il va vous répondre. Alors, oui, Philippe, j'entends très bien ce que vous dites, que l'URSSAF ait un rôle déterminant, ça, nous sommes tout à fait d'accord, et je ne l'ai jamais contesté, bien entendu, si vous voulez, parce que l'URSSAF a pour but de collecter l'argent, et pour verser les prestations, il faut d'abord les collecter, ça, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, quand vous dites effectivement que tous mes exemples sont des exemples à la marge, la réponse est non. D'abord, ce sont des exemples soit tirés de la jurisprudence, soit tout simplement des exemples que j'ai vécus moi-même, tout simplement. Donc l'histoire, effectivement, des robes de mariée à Maubeuge, dont on a parlé il y a de cela quelque temps, c'est un dossier sur lequel je me suis directement impliqué. Et j'ai même fait venir à l'époque le député dans l'URSSAF du coin pour dire, attendez, voilà où on en est ici. Donc le système ne va absolument pas. Troisièmement, effectivement, vous me dites que effectivement le but c'est comment dirais-je le chiffre. Il y a quand même un peu de vrai dans l'histoire, parce qu'il faut pas oublier quand même que si on prend l'exemple effectivement des sociétés qui sont délocalisées, etc. Oui, bien sûr que l'URSSAF lutte contre cela, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de connaître les textes de manière pointilleuse, et donc c'est très compliqué. Et les URSSAF, moi je me rends compte souvent, pour effectivement aboutir aux résultats auxquels elles doivent aboutir, parce qu'encore une fois, il y a des conventions qui sont signées entre l'ACOS et l'État, on préfère faire des trucs simples. On préfère aller regarder à la porte et voir du travail dissimulé de manière rapide, faire la chasse au travail dissimulé de manière rapide, plutôt que de voir effectivement des gros systèmes de travail dissimulé qui sont compliqués à mettre en œuvre. François Taquet, ce que j'ai vu dans votre livre, notamment, à un moment donné, vous décrivez, vous parlez d'acharnement des agents de l'URSSAF, de contrôleurs, sur des petits commerces, par exemple, de proximité. Philippe, ça c'est une réalité ou pas ? Non, en fait, dans Vaucluse, c'est pas une réalité. Moi, j'étais le seul inspecteur à faire le travail illégal, à part au mois de juillet où on allait au festival pour regarder un petit peu les commerces. Sinon, j'organisais moi-même mon travail. Je travaillais le procureur et donc j'essayais de faire des grosses affaires de travail, de fraude avérée, pas de suspicion, les délations, tout ça. Nous, ça nous intéressait pas. Ah bon? Attendez, les dénonciations, les délations, ça marche toujours. Philippe, vous étiez un contrôleur vertueux et je vous en félicite. Après, voilà, il y a de la délation, ça on ne l'écoute pas, mais il y a des informations intéressantes que là, oui, bien sûr, après, il faut faire la part des choses. Bien sûr, mais quand ça concerne un truc qui est mineur, quand on n'a qu'un inspecteur sur 12 qui fait la fraude, on ne va pas perdre son temps à s'occuper des femmes de ménage, des serveurs, enfin, à mon avis. Peut-être que dans certains lieux, ils l'ont fait, mais
c'est une grosse erreur. Mais... Ce qu'il faut, c'est lutter contre la vraie fraude. Ouais. Je suis d'accord avec vous, ça je suis tout à fait d'accord. Je connais une rue à Figueras où il y a des entreprises vauclusiennes qui ont pignon sur rue dans le Vaucluse et qui ont une boîte aux lettres à Figueras ou au Luxembourg. Mais c'est contre ça qu'il faut lutter et qu'on nous empêche. Et contre ça, on lutte moins, vous dites, Philippe. Oui, parce que c'est compliqué, Philippe. Ah oui. Parce que c'est plus compliqué. Il faut donner les moyens aux inspecteurs de contrôler cette grosse fraude. Il y a 25 milliards de fraude sociale, comme il y a 120 milliards de fraude fiscale. Et l'État ne parle que de la fraude aux prestations qui concerne moins d'1 milliard. C'est ça le problème. C'est qu'on on se trompe de cible. Ouais, on se trompe un peu de cible. Est-ce que la numérisation, l'informatisation et aujourd'hui l'accélération en fait des documents numériques est en train de changer aussi pour les contrôles, parce que on avait l'image du contrôleur URSSAF, de l'inspecteur qui arrive, qui regarde en fait tous les cahiers, en fait l'ensemble de la table de compte, etc. Est-ce que aujourd'hui ça a changé et ça permet d'aller plus vite et peut-être de diversifier entre guillemets les contrôles? Oui, ça, c'est vrai que la numérisation, ça permet d'accélérer les choses, mais en fait, moi, j'étais de 98 à 2016 où je suis parti, je ne m'occupais que de la fraude. Donc j'échappais un peu à cette numérisation, puisque je travaillais beaucoup avec les gendarmes, les policiers, les douaniers, etc. Et on faisait des contrôles de flagrant délit sur des grosses sociétés. Donc c'est vrai que j'échappais un peu à ça. Donc, et j'étais bien content d'y échapper, parce que c'est quand même un travail qui n'est pas si intéressant que ça, quand on est tout le temps devant un ordinateur, devant... Enfin, je veux dire, c'est pas... Ah oui, non mais c'est vrai. Donc, il y a besoin du terrain, quoi. Et puis en plus, la fraude sur documents, elle est très difficile à déceler. Elle est très difficile à déceler, alors qu'il vaut mieux faire de l'investigation préalable, c'est-à-dire regarder les comptes, comparer les entreprises, mettons deux, trois entreprises qui font du gardiennage, regarder le ratio de charge de personnel, etc. Et là, après, on va dans l'entreprise où on voit qu'il y a une grosse de fraude. Voilà, c'est plus ça qu'il faut faire que de faire de l'aléatoire, aller dans un commerce et regarder si l'épouse est déclarée ou pas. Enfin, voilà, mais c'est ce qui se passe quand même aussi, quoi, parfois. Aussi. Merci, Philippe. Oui, je le regrette fortement. Mais regardez-moi, j'ai essayé de contrôler les grosses entreprises, et maintenant, je suis devenu lanceur d'alerte justement parce que le MEDEF sur Avignon n'acceptait pas que je puisse contrôler ces grosses entreprises. Alors, il y a un problème aussi. C'est intéressant ce que vous disiez, ça nous ramène. Merci, Philippe, de votre appel 0826 300 300. François Taquet, on terminera peut-être sur cette question. C'est vrai que normalement, et vous l'avez dit en démarrant cette émission, l'URSSAF c'est contrôlé par les entreprises, quoi, aussi, qui nomment en fait un petit peu dans cette gestion. Et donc, alors, est-ce qu'elles ont le droit de regard, le MEDEF, toutes ces organisations patronales? Alors, théoriquement, effectivement, vous avez raison de le dire, théoriquement, ce sont les partenaires sociaux qui administrent tous ces organismes-là. Le président, d'ailleurs, et Philippe l'a indiqué tout à l'heure, le président vient du MEDEF ou de la CPME. Mais comme je le disais, il est présent et il est absent en même temps. Théoriquement, il pourrait avoir un rôle. Bien évidemment qu'il pourrait avoir un rôle. Il pourrait avoir un rôle rien que devant les commissions de recours amiable, puisque ce ne sont que des administrateurs qui restatuent sur le dossier avant que ça ne prenne un tour judiciaire. Sauf que pratiquement, on se rend compte qu'ils sont absents. Ils se font élire et après, ils ne jouent plus leur rôle. Et la commission de recours amiable, et c'est toujours ce qui est dit, c'est l'URSSAF qui se réunit avec elle-même, finalement. Donc ça ne sert à rien. Pour terminer, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Il faudrait changer plusieurs choses. D'abord, trop de textes, mais ça, l'URSSAF n'y est pour rien, c'est évident. Ensuite, qu'il y ait davantage de dialogue. Alors là, il faudrait effectivement créer des textes pour que l'on dialogue davantage. Alors là, on pourrait trouver des moyens techniques, effectivement, pour dialoguer davantage, comme en matière fiscale. D'ailleurs, Dieu sait si le contrôle fiscal n'est pas un modèle. Mais on pourrait trouver des systèmes, par exemple, un interlocuteur au sein de chaque URSSAF. Ensuite, si vous voulez... Pour aider un peu les entreprises. Ensuite, que les syndicats jouent le rôle, que
que les syndicats jouent leur rôle, ce qu'ils ne jouent pas actuellement, et enfin revoir la notion de travail dissimulé. Ouais. Si on s'attaque à ces 4 points-là, on aura déjà marqué énormément de points. Bon, bah très bien. François Taquet, je pense que le sujet, donc je rappelle votre livre URSAF, un cancer français aux éditions du Rocher, et le sujet qui va suivre va vous intéresser. Jusqu'à 10h, eh bien, on va dialoguer avec le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de liquidations d'entreprises, potentiellement. En difficulté pour l'instant. Et oui, des entreprises en difficulté. Donc, l'un des objectifs, c'est d'éviter dans cette phase... Et l'URSSAF se montre très Dr Jekyll, d'ailleurs, en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, là, on va en parler avec Christophe Basse, qui va être notre invité dans 2 minutes maintenant. Restez avec 9h48.